Aujourd'hui, je vais à la rencontre du directeur artistique du Théâtre français de Toronto, Guy Mignot. On se retrouve chez lui dans l'est de la ville. Guy et moi, on se croise souvent. Les bureaux du TFT sont au même étage que ceux de TFO. Il est plein d'énergie et sa bonne humeur est contagieuse. Ça promet comme entrevue. Guy Mignot est un petit gars de Hull, aujourd'hui Gatineau. Ses parents étaient libraires. On pourrait s'imaginer que ça aurait fait de lui un premier de classe, mais pas du tout. Il a toujours détesté l'école. Guy préfère faire rire les gens, au théâtre. Il a fait carrière au Centre national des arts à Ottawa. Il est monté sur les planches de plusieurs théâtres de Montréal. Il a fait de la télé. Les étés, Guy se rendait à Saint-Fortunat, au théâtre de la Chèvrerie. Il est même devenu propriétaire du théâtre. Mais en 1996, Guy Mignot ne savait plus trop quoi faire. Un jour, il reçoit un appel du Théâtre français de Toronto. On est à la recherche d'un directeur artistique. Ça ne l'intéresse pas trop, mais il va quand même rencontrer le conseil d'administration. Et comme on dit en anglais, « the rest is history ». Guy Mignot, bonjour. Bonjour. Vos parents étaient libraires à Hull. Oui. Ça veut dire que vous lisiez beaucoup quand vous étiez petit? En fait, je pense que je peux dire que je lisais pas beaucoup, mais j'aimais les livres. Comment on peut aimer les livres sans lire? Ben, c'est parce que je trouve que le livre, c'est un bel objet. Oui. Puis après ça, quand j'ai commencé à étudier en théâtre plus, ben là, je me suis intéressé davantage. Je suis allé voir ce qu'il y avait dans les livres. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les comiques. Alors, il y avait, quand j'étudiais au High School de l'Université d'Ottawa, par exemple, on devait lire des pièces de Shakespeare. Mais ça se vendait en comics, c'était plus facile, puis ça me permettait de jouer plus dehors. J'ai jamais aimé l'école. Faut que je l'avoue. Ça, c'est un peu intéressant, parce qu'on aurait pensé que le fils de libraire aurait été premier de classe. Ouais. C'était pas votre cas. En fait, j'ai été premier de classe une année. Et cette année-là, il y avait encore des distributions de prix. Je pense que c'était en 4e année ou 5e année. Et là, il y avait une distribution de prix. Et là, tout à coup, tous les prix, tous les cadeaux étaient sur le bureau du professeur. Et puis, il y avait le frère directeur qui était là. Et puis, le professeur qui était là. Et puis, je suis le premier à choisir. Alors, Guy Mignot, premier de classe, s'en va en avant. Et là, je vois tous les prix. Il y a des livres, il y a des... Et là, tout à coup, je vois un canif. Un super canif. Je mets la main au-dessus du canif, puis j'entends... Puis je me retourne, puis c'est le frère directeur qui me fait... Puis là, je passe ma main comme ça, puis il fait... Et c'était une tête du Christ en plâtre. Et c'était ça, mon prix. Puis là, je suis parti avec ça, l'âme en pleurs. Puis là, je suis arrivé chez nous, ma mère a dit, « Où c'est qu'on va mettre ça? » En tout cas, j'ai choisi cette journée-là de plus jamais premier de classe. Mais pourquoi vous aimiez pas l'école? Je sais pas. Je pense que j'aime découvrir par moi-même. Je pense que c'est ça. Mm-hmm. J'aime découvrir par moi-même. J'aime pas ça qu'on me tape sur les doigts quand je fais pas correct. J'aime pas ça. J'aime découvrir. J'aime découvrir que j'ai fait une erreur. Et puis, je suis capable de l'assumer. Mais j'ai pas besoin de personne pour me mettre le nez dedans. Tiens, voilà, c'est dit. Votre truc, par contre, c'était le théâtre. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, moi, je veux être comédien, moi, je veux faire du théâtre? Je pense que je peux dire que j'ai découvert... la force du rire pendant que je sautais sur le lit de mes parents. J'ai peut-être 4-5 ans, je sais pas. Et puis je saute sur leur lit. Et là, tout à coup, mes parents entrent dans leur chambre, puis ils disent « Qu'est-ce que tu fais là? » Et là, je suis saisi, et je sais pas d'où ça m'est venu, mais c'était à cette époque-là, on voyait beaucoup de films de cowboys et des choses comme ça. Alors j'ai dit « Je vais vous montrer comment on meurt tiré d'une balle blanche. » Puis là, ça prend du temps, il meurt tranquillement. Tiré d'une balle argentée, il meurt un peu plus rapidement. Et d'une balle dorée, boum! Et ça fait rire mes parents. Donc, j'ai compris la force, le pouvoir du rire. Et, écoute, j'avais le droit de sauter sur le lit de mes parents. Vous avez décidé de faire des études en théâtre. Oui. Est-ce qu'aller à l'école pour devenir comédien, c'est comme aller à l'école en 5e année? En quelque part, oui. En quelque part, oui. Par contre,
ça me permettait d'aller découvrir beaucoup de choses. Ça me permettait d'abord de quitter ma ville natale de Hull pour m'en aller à Montréal, la grande ville, appelée par mon père à l'époque la ville du péché. Bien sûr. Et puis d'amitié, des gens que j'ai rencontrés et qu'on s'est jamais perdu de vue. J'ai découvert à cette époque-là que je n'aimais pas Molière. Je trouvais que Molière, c'était pas mon patrimoine. Pourtant. Parce que moi, je voulais faire de la création. Ah, vous êtes monté sur les planches à Ottawa, à Montréal, en tant que comédien. Ça vous fait rire? Oui, mais Qu'est-ce c'est que ça parce vous que fait apporter? je pense à une photo que vous allez probablement montrer. Alors, j'ai à peu près 4, 5, 6 ans, je sais pas. Et puis, je suis en kilt avec un petit bâton sur l'épaule. Et on m'a dit que c'est là que j'ai commencé à faire de la mise en scène. Parce que pendant le récital, un des petits garçons, il avait le pied mal placé. Et j'ai tout arrêté pour aller lui placer le pied. Puis après, j'ai repris ma place. Ça avait fait rire tout le monde. Vous n'avez pas commencé votre carrière comme metteur en scène. Vous avez commencé Non, votre non. carrière en tant que comédien. Absolument, absolument. C'est, je pense, là où je me sens le mieux sur une scène. Quand tout à coup, je sens la communication entre le public puis les gens sur la scène. Là. Ça, pour moi, c'est grisant en même temps. Puis ça va tellement vite dans le cerveau avec le texte qu'on a appris par cœur, les répliques qui sortent pas de la même façon, etc., etc. Puis la réaction du public, puis faut en quelque part en tenir compte parce que tout à coup, des fois, on perd le rythme, et puis là, on risque de perdre les spectateurs. Ça fait que là, on réagit, puis fait que c'est bien excitant, un beau métier. Vous avez fait du théâtre, vous avez également fait de la télé. Hein? On se souvient de vous dans la télésérie Cormoran, entre autres, Francoeur, bien sûr. Oui. Et vous avez fait de la pub, parce que vous étiez Monsieur Rona. Est-ce qu'un comédien sérieux fait de la pub, devient Absolument. Monsieur Rona? Absolument. Mais si on regarde bien tous les personnages que j'ai Ils se ressemblent tous, hein? Ils se ressemblent un peu. Puis Monsieur Rona, c'était un gars qui réparait des choses puis qui donnait des trucs pour que les affaires aillent mieux. Et le personnage dans Cormoran, c'était la même chose. Et est-ce qu'un comédien qui devient metteur en scène, ça, c'est sérieux? Absolument. C'est sérieux, mais le metteur en scène qui a déjà été acteur a un atout de plus que ceux qui n'ont jamais joué. Et pour moi, c'est cette force-là qui fait que parfois je réussis mieux que d'autres. J'aime les gens, j'aime les acteurs, puis j'aime raconter des histoires. Et j'aime que les gens amènent des choses. J'aime que les gens découvrent comme j'aime découvrir. Donc, c'est toujours en équipe qu'on découvre les choses. Et c'est ça que j'aime le plus. Parce que je ne suis pas un metteur en scène qui dit tu fais 3 pas à droite, 4 pas à gauche. Tu changes la position du pied? Ça m'intéresse Vous faites pas. plus Ça m'intéresse pas, ça. Puis je pense qu'on va plus loin de cette façon-là. Parce que chacun amène ce qu'il y a de meilleur en lui. Qui dit théâtre dit costume. Ah ben et oui. au Théâtre français de Toronto, il y en a des costumes, on est dedans. Effectivement. Alors, on trouve un peu de tout. Et j'ai d'ailleurs ici les robes. Les robes d'époque des Précieuses Ridicules. Nina Hawkins, qui a fabriqué ces costumes-là, est en nomination pour le Dora, pour justement les costumes des Précieuses Ridicules. C'est important pour le TFT de faire partie de cette famille qui peut être en nomination, recevoir des prix Dora. Ça, c'est les prix de théâtre à Toronto. C'est ça. On fait pas ça pour ça. Mais quand tout à coup, l'industrie, nos pairs arrivent puis nous donnent une petite tape sur l'épaule en disant « On trouve que vous faites bien votre travail », c'est un plus. Ça fait du bien de se faire dire ça. Ici, on est entouré de chaussures qui font également partie du costume. Une chaussure, c'est important pour un costume. Les chaussures sont effectivement la base du personnage. Et puis, si on n'est pas confortable, on peut pas jouer de façon honnête, si je peux dire. Tu sais, l'acteur, c'est une personne insécure, par définition. Et là, tout à coup, on arrive près des représentations et tout à coup, les morceaux de costume embarquent. Et là, whoop!
tout le monde travaille ensemble. Puis là, on le sait que tout le monde travaille ensemble. Puis grâce au costume, on fait un pas supplémentaire. On prend un peu d'assurance. Tu sais, les souliers, très souvent, on va répéter avec des espadrilles parce qu'on est confortable toute la journée. Mais quand on porte un costume comme ça, on ne porte pas des espadrilles avec ça. Alors, on a des souliers avec un talon un peu plus fort, un peu plus haut. Donc la démarche change avec le costume, puis tout ça se fait. Puis à un moment donné, la magie du théâtre opère. Puis le dernier comédien dont on a besoin, c'est-à-dire le spectateur, arrive. Et puis voilà. Vous avez travaillé comme comédien. Vous êtes même devenu propriétaire d'un théâtre d'été. Ça, j'imagine, c'est toute une aventure. Ah, oui. Les défis d'un propriétaire, d'un entrepreneur, d'un homme d'affaires en théâtre, ça ressemble à quoi? La folie furieuse. Alors, cette année-là, j'ai eu 40 ans. J'ai acheté le théâtre, j'ai acheté ma première maison à Montréal, j'ai changé de voiture, j'ai arrêté de fumer. Wow! Et j'ai commencé le tournage de la télésérie Cormoran. Chaque fois que je suis devenu directeur artistique ou chaque fois que j'ai posé un geste comme celui-là, c'était simplement pour pouvoir me permettre de jouer davantage. C'était pour pouvoir me permettre de raconter mes histoires davantage. Et c'est ce que j'ai fait et je l'ai fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Puis c'est là que j'ai commencé à recevoir les gens dans le stationnement. Ce que je fais, en fait, je reçois pas les gens dans le stationnement, mais je reçois des gens à la porte, à l'entrée du théâtre. Et puis pour moi, c'est vraiment cette façon-là. La communication commence à ce moment-là. Mais le côté business, est-ce que ça vous a plu, ça? Côté business, mon père était libraire, donc il avait un commerce. Il m'a donné quelques petits trucs. Et puis je pense que d'accueillir les gens, ça vient aussi de sa librairie parce que quand j'étais petit gars, on était mis à contribution. On était payé, je sais pas, je pense que c'était 15 cents de l'heure. Mais de voir mon père recevoir ses clients comme de la grande visite, c'est ça que j'essaie de faire quand je suis au théâtre. Je reçois les gens comme s'ils étaient de la grande visite. Un jour, vous avez reçu un appel de quelqu'un du Théâtre français de Toronto. J'imagine que vous ne vous attendiez pas à cet appel-là. Comment vous avez réagi? J'ai réagi très bien parce que l'appel, en fait, c'était juste un message que j'ai reçu. Et en 82, je suis venu jouer ici, sous la direction de John Van Burek, l'École des femmes de Molière. C'était le premier Molière que j'ai joué. Alors, je pensais, quand j'ai reçu ce téléphone-là, ce message-là, qu'on me demanderait de venir jouer une pièce à Toronto, et je pensais que c'était ça. Et au mois de septembre, Greg Brown me téléphone puis il dit « Seriez-vous intéressé à devenir directeur artistique du Théâtre français de Toronto? » « Ah non, je vous remercie beaucoup, non. Parce que, vous savez, je suis bien installé à Montréal, tout va bien. Je me suis mis à travailler sur quelque chose qui a vraiment mal tourné. Alors, j'ai appelé mon agente, puis j'ai dit, écoute, j'abandonne ça, je veux plus rien savoir de ces gens-là. Et puis, je vais aller faire un tour d'auto à Toronto. Je vais aller leur dire, merci d'avoir pensé à moi, thanks, but no thanks. Mais ça va me faire une petite vacance. Je roule. En cours de route, je téléphone. Je parle avec Greg Brown et je lui dis, je veux juste m'assurer que vous êtes là demain. Je vais passer vous saluer. Ben, il dit, ça tombe bien demain. Le comité de sélection se réunit. Le comité de sélection, ben, dit pour trouver un directeur, pour choisir un directeur artistique. Ben, j'ai dit, écoutez, je pensais que vous m'offriez un job, là. Moi, je pensais pas que vous vouliez que je postule. En tout cas, j'ai dit, je peux bien les rencontrer, mais vous savez ma réponse. J'arrive là-bas, je m'assois avec ces gens-là, on commence à discuter. Et là, ça me chatouille. Parce que je suis le genre de gars qui aime ça, des défis. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait à 49 ans? On s'achète une télévision plus grande puis un lazy boy plus confortable? Ou bien, on ramasse les défis là où ils se trouvent. Je leur ai dit, écoutez, je vais retourner à Montréal et puis je vais voir ce que je peux vous envoyer. Je vais certainement vous envoyer quelque chose. Et en route, je prends des notes sur un bloc-notes qui est sur le fauteuil du passager, puis je roule, puis je roule, puis je roule, puis je suis énervé, puis je me dis, tu sais, quand ça chatouille dans le ventre, là, puis tu dis, regarde, ça a l'air intéressant, puis je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. J'arrive à la maison, j'ai écrit 13 pages et que j'ai faxé, parce que c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Oui. Et là, ils m'ont rappelé, puis ils ont dit, revenez donc, on voudrait discuter avec vous. On a rediscuté. Et là, on m'a offert le poste et j'ai dit, donnez-moi 3 heures. Et je suis allé prendre une grande marche dans Toronto.
marche qui s'est terminée au marché Saint-Laurent. Puis là, j'allais voir... francophone, hein? Latin. Je suis allé voir les étals de Est-ce qu'on mange bien à fromage, Toronto? de viande, de fruits et légumes, etc., etc. J'ai dit, coudonc, moi, je pense que je pourrais vivre ici. Et puis voilà, j'ai accepté le poste. Mais c'était comment pour vous? Parce que là, vous partiez de Montréal, où vous étiez connu, où vous aviez votre cercle, et là, ville francophone, et vous arrivez à Toronto, ville anglophone, vous n'êtes pas connu, ni vous, ni le TFT. Jusqu'à un certain point. Oui, hein, tout à fait. Mais c'était un choc. C'était un gros choc. Je pensais pas que j'étais autant touché par ça. Je faisais pas 2 coins de rue à Montréal sans que les gens m'arrêtent sur la rue. Ça fait que je suis retombé dans l'anonymat ici, à l'âge de 49 ans. Je peux vous dire que ça fait mal. Puis mon 50e anniversaire, on a fait ça au restaurant. On était 3-4. Mais c'est ça. J'ai comme fait un pas par en arrière, puis je me suis ressaisi et je me suis mis à fouiller puis à découvrir. Et là, j'ai découvert des cadavres dans les placards. J'ai découvert qu'on avait à l'époque un déficit accumulé de 100 000 $ qui représentait à peu près 20 % de notre budget annuel. J'ai découvert des affaires. À un moment donné, vous avez décidé d'instaurer un système de surtitres, Absolument. n'est-ce pas, au TFT, des surtitres en anglais. Je me souviens quand c'est sorti, ça avait fait tout un scandale. Comment ça, on va avoir des anglophones au TFT? Pourquoi vous avez fait ça? D'abord, la première chose, c'est que le lendemain de l'annonce, j'ai entendu à la radio, le Théâtre français est en train de vendre son âme au diable. Bon. Comment ça, des anglophones au théâtre? Bien, tant mieux. Amenons-en des anglophones au théâtre. C'est que pour moi, au lieu de décider de ghettoiser puis de dire la langue française, on va y faire attention, on va la protéger. La meilleure façon, la meilleure défensive, c'est l'attaque. Ça, c'est les joueurs de hockey qui disent ça, mais ça marche au théâtre aussi. Et puis, j'ai dit, on ouvre les portes. Et là, on a découvert un tas de gens qu'on ne voyait jamais, comme par exemple les couples exogames. Ben là, maintenant, ils venaient en couple au théâtre. Des sourds-muets sont venus parce qu'ils pouvaient suivre la pièce, parce qu'ils pouvaient lire. Enfin, toutes les représentations avec surtitres, on s'est retrouvés avec au moins 20 % de plus de spectateurs. Et c'est formidable parce que notre présence, la présence du Théâtre français de Toronto à Toronto est devenue extrêmement importante. Et comme nous sommes membres de Toronto Alliance for the Performing Arts, on vient de faire un truc qui s'appelle Theaters Leading Change. Là, le plan, en quelque part, c'est que toutes ces compagnies-là, on se met ensemble pour s'organiser pour que Toronto devienne vraiment une destination de théâtre et de danse et des arts de la scène. Et là, si on fait ça tout le monde ensemble, bien, on risque d'ouvrir encore nos portes davantage puis d'avoir plus de gens qui vont venir voir nos spectacles. Pensez pas que c'est pas intéressant. Parlez-moi de votre quartier ici. Et pourquoi vous l'avez choisi? Bien, je l'ai choisi. C'est lui qui m'a choisi parce que ce qui arrive, c'est que je louais une maison et j'aurais voulu acheter cette maison-là. Mais on ne s'est pas entendu sur le prix. Et comme j'étais un peu pressé dans le temps, j'ai visité en 2 mois à peu près 70 maisons. Et Vive Toronto! Vive Toronto! J'ai visité dans ces 70 maisons-là, 3 dans lesquelles, en entrant, je me suis dit, écoute, je pourrais vivre ici. Et en même temps, c'était le 40e anniversaire du TFT. Alors, il fallait que ce soit une maison qui ne me demande pas trop de réparation, etc. Mais pourtant, M. Rona... Ben oui, mais... M. Rona, il n'est pas bricoleur? M. Rona, il est bricoleur, OK. mais... L'impact que le théâtre peut avoir sur les jeunes, sur les enfants, a toujours été très important pour vous. Et c'est quelque chose que vous avez appris quand même assez tôt dans votre carrière, dans une école de Hull, justement, l'école Reboul. Parlez-moi de ce qui s'est passé à l'école Reboul. Ah, c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé à l'école Reboul. Alors, à cette époque-là, je suis membre de la compagnie permanente du Centre national des arts à Ottawa. Mais je suis originaire de Hull. Et il y a un nommé Vadeboncoeur
avec qui je suis allé à l'école, qui est membre du conseil d'administration de l'école Reboul. Alors, il m'appelle, il dit, « Écoute, Guy, te rappelles-tu de moi? » En tout cas, il dit, « On est en train de monter une pièce à l'école Reboul, puis on ne sait plus quoi faire. Peux-tu nous aider? » J'ai dit, « Écoute, je veux bien, je vais aller rencontrer la directrice. » Je suis allé rencontrer la directrice, une femme exceptionnelle. Lise Boucher, qu'elle s'appelait, elle est décédée de leucémie 6 ans plus tard, en tout cas. Mais pendant qu'elle était vivante, elle a fait du travail, puis du formidable travail. Et je lui demande pourquoi ils ont monté la pièce, qu'est-ce qu'ils font, puis tout ça. Elle dit, c'est parce que on est dans un milieu moins favorisé et je pense que les enfants n'entendent jamais parler d'amour. Puis elle dit, pour moi, le théâtre, ça parle d'amour. Parce qu'on s'occupe les uns des autres, on travaille, du théâtre, ça se fait pas tout seul. J'ai dit, on pense pareil de vous. Et puis là, bon, ben j'ai pris un peu contrôle de la pièce et puis j'ai commencé à travailler avec les enfants. J'ai découvert toutes sortes de choses, comme par exemple, quand tu fais 6 pieds 2 pouces puis que tu parles à un enfant qui est grand comme ça, tu l'agresses peut-être un peu. Alors, j'ai commencé à travailler à genoux. Et puis là, on se parlait plus les yeux dans les yeux. Puis le spectacle a fonctionné et ça a commencé un truc qui a fait que les enfants se sentaient gratifiés par le travail qu'ils faisaient. Ils avaient confiance plus en eux. Il y a un petit gars qui m'a écrit qui m'a fait un dessin, puis il avait écrit « Merci, Guy, de nous rendre intimides. » Intimide. Intimide. Tu sais, alors, il y a tout plein de choses comme ça. Donc, pendant 10 ans, on a monté des spectacles à l'école Reboul. Il y avait Suzanne Turmel qui me donnait un coup de main. Puis mon frère aussi, qui est venu faire quelques spectacles à l'école Reboul. Votre frère curé? Mon frère curé, qui a été mon frère acteur avant d'être mon frère curé. Oui. Mais c'est formidable, ça. C'est une vocation tardive, c'est clair. Il est devenu curé vers l'âge de 54 ans, je pense, 55. Et puis c'est formidable parce que il y a la maturité de la vie. Donc, il sait quoi dire. Puis comme il a été acteur, il sait comment le dire. Donc, c'est bien. Moi, je suis pas très religieux. Moi, je suis pas très religieux. Il le sait. On a eu des grandes conversations ensemble. Mais pour lui, c'est sa façon de redonner dans la vie. Et puis moi, ma façon, ben, c'est le théâtre. Donc, on s'entend bien quand même. Quand vous êtes passé au TFT, je sais que vous avez soumis une liste de conditions à votre embauche. Oui. Puis une de ces conditions-là, c'était justement de pouvoir faire du théâtre pour les jeunes, même avec les jeunes. Oui. Alors, comment ça s'est concrétisé, ça? Mon Dieu, c'était un peu long, mais ça se passe présentement. Pourquoi c'est important de faire ça à Toronto? En français? Pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. D'abord parce que ça fait du bien. On l'a dit, ça donne... tu sais, j'ai vu encore 2 petites filles là, qui ont suivi toutes les répétitions, puis elles étaient timides, c'est pas des farces. Elles jouaient de dos tout le temps. Puis là, on arrive au spectacle, puis à force de leur avoir parlé, elles se sont mises à parler fort, puis à être fières de parler. C'était quand même exceptionnel. Donc, ça sert à ça. Ça sert à véhiculer autre chose que des affaires qui durent 140 caractères. Ça sert à véhiculer autre chose que des jeux vidéo. Ça sert à véhiculer autre chose que la télévision, quoique la télévision a beaucoup de bonnes choses. Mais ça sert à tout ça. Puis on fait aussi les Inspirés, qui est un concours d'écriture qu'on fait avec les adolescents. Et ça permet aux jeunes de Toronto de découvrir qu'on peut peut-être gagner sa vie en écrivant, et mieux encore, qu'on peut peut-être gagner sa vie en écrivant en français à Toronto. Et ça, c'est tous des jeunes qui se parlent en anglais dans la cour d'école. Mm-hmm. Et c'est bon an, mal an, on reçoit entre 140 et 200 contes écrits en français dans le Grand Toronto. Wow. Et même souvent par des jeunes auteurs qui sont en immersion. C'est des anglophones, mais ils réussissent à écrire en français. C'est certain qu'on a du travail à raboudiner certains mots pour qu'on soit sûr qu'on dise la bonne chose, mais c'est formidable de voir pendant nos sessions de travail avec les jeunes, de voir ces jeunes-là se creuser la tête pour chercher le bon mot, pour avoir la bonne signification. C'est vraiment, là, si
d'être venu à Toronto, puis si j'avais fait seulement les inspirer, je serais déjà content. Je pense que c'est la chose la plus importante que le TFT a faite. Et chaque fois que je me suis rendu au théâtre, puis que je me disais, oh, je pense qu'aujourd'hui, ça me tente pas, je resterai à la maison, puis je prendrai une bière au lieu d'aller au théâtre. Puis là, j'arrive au théâtre, puis il y a toujours quelqu'un qui vient me voir puis qui me dit « Merci de faire ce que vous faites, ça nous fait du bien. » Ou « Lâchez pas parce que nous, on vous lâchera pas. » Ou des choses comme ça. Ça, c'est extrêmement touchant. Il y a des choses qui restent à accomplir pour vous ici? Ah oui, ah oui. Tout améliorer. Tout améliorer ce qu'on fait déjà et possiblement, ça fait 17 ans que je dis ça, je dis possiblement parce que c'est très fragile. Diriger une compagnie de théâtre, c'est extrêmement fragile parce que le financement, c'est difficile. Et on veut avoir notre maison à nous. Mais jamais, jamais au détriment, puis en mettant en péril la compagnie de production qu'on est, parce que c'est ça notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est de raconter des histoires. C'est pas d'être propriétaire ou d'avoir une maison. Avoir une maison, ça pourrait être un outil pour nous aider à raconter nos histoires. Et c'est dans ce sens-là qu'on y pense, et c'est dans ce sens-là qu'on y travaille. Guy Mignot, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Guy Mignot ne savait plus trop quoi faire. Un jour, il reçoit un appel du Théâtre français de Toronto. On est à la recherche d'un directeur artistique. Ça ne l'intéresse pas trop, mais il va quand même rencontrer le conseil d'administration. Et comme on dit en anglais, « the rest is history ». Guy Mignot, bonjour. Bonjour. Vos parents étaient libraires à Hull. Oui. Ça veut dire que vous lisiez beaucoup quand vous étiez petit? En fait, je pense que je peux dire que je lisais pas beaucoup, mais j'aimais les livres. Comment on peut aimer les livres sans lire? Ben, c'est parce que je trouve que le livre, c'est un bel objet. Oui. Puis après ça, quand j'ai commencé à étudier en théâtre plus, ben là, je me suis intéressé davantage. Je suis allé voir ce qu'il y avait dans les livres. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les comiques. Alors, il y avait, quand j'étudiais au High School de l'Université d'Ottawa, par exemple, Aujourd'hui, je vais à la rencontre du directeur artistique du Théâtre français de Toronto, Guy Mignot. On se retrouve chez lui dans l'est de la ville. Guy et moi, on se croise souvent. Les bureaux du TFT sont au même étage que ceux de TFO. Il est plein d'énergie et sa bonne humeur est contagieuse. Ça promet comme entrevue. Guy Mignot est un petit gars de Hull, aujourd'hui Gatineau. Ses parents étaient libraires. On pourrait s'imaginer que ça aurait fait de lui un premier de classe, mais pas du tout. Il a toujours détesté l'école. Guy préfère faire rire les gens, au théâtre. Il a fait carrière au Centre national des arts à Ottawa. Il est monté sur les planches de plusieurs théâtres de Montréal. Il a fait de la télé. Les étés, Guy se rendait à Saint-Fortunat, au théâtre de la Chèvrerie. Il est même devenu propriétaire du théâtre. Mais en 1996... ma main comme ça, puis il fait... Et c'était une tête du Christ en plâtre. Et c'était ça, mon prix. Puis là, je suis parti avec ça, l'âme en pleurs. Puis là, je suis arrivé chez nous. Ma mère a dit, « Où c'est qu'on va mettre ça? » En tout cas, j'ai choisi cette journée-là de plus jamais être première classe. Mais pourquoi vous aimiez pas l'école? Je sais pas. Je pense que j'aime découvrir par moi-même. Je pense que c'est ça.
J'aime découvrir par moi-même. J'aime pas ça qu'on me tape sur les doigts quand je fais pas correct. J'aime pas ça. J'aime découvrir. J'aime découvrir que j'ai fait une erreur. Et puis, je suis capable de l'assumer. Mais j'ai pas besoin de personne pour me mettre le nez dedans. Tiens, voilà, c'est dit. Votre truc, par contre, c'était le théâtre. À quel Oui. moment est-ce que vous vous êtes dit, moi, je veux être comédien, moi, je veux faire du théâtre? Je pense que je peux dire que j'ai découvert la force du rire pendant que je sautais sur le lit de mes parents. J'ai peut-être 4-5 ans, je sais pas. Et puis je saute sur leur lit. Et là, tout à coup, mes parents entrent dans leur chambre, puis ils disent « Qu'est-ce que tu fais là? » Et là, je suis saisi, et je sais pas d'où ça m'est venu, mais c'était à cette époque-là, on voyait beaucoup de films de cowboys et des choses comme ça. Alors j'ai dit « Je vais vous montrer comment on meurt tiré d'une balle blanche. » Puis là, ça prend du temps, il meurt tranquillement. Tiré d'une balle argentée, il meurt un peu plus rapidement. Et d'une balle dorée, boum! Et ça a fait rire mes parents. Donc, j'ai compris la force, le pouvoir du rire. Et, écoute, j'avais le droit de sauter sur le lit de mes parents. Vous avez décidé de faire des études en théâtre. Oui. Est-ce qu'aller à l'école pour devenir comédien, c'est comme aller à l'école en 5e année? En quelque part, oui. En quelque part, oui. Par contre, ça me permettait d'aller découvrir beaucoup de choses. Ça me permettait d'abord, je devais lire des pièces de Shakespeare, mais ça se vendait en comics, c'était plus facile, puis ça me permettait de jouer plus dehors que... J'ai jamais aimé l'école. Faut que je l'avoue. Ça, c'est un peu intéressant parce qu'on aurait pensé que le fils de libraire Ouais. aurait été premier de classe. Ouais. C'était pas votre cas. En fait, j'ai été premier de classe une année. Et cette année-là, il y avait encore des distributions de prix. Je pense que c'était en 4e année ou 5e année. Et là, il y avait une distribution de prix. Et là, tout à coup, tous les prix, tous les cadeaux étaient sur le bureau du professeur. Et puis, il y avait le frère directeur qui était là. Et puis, le professeur qui était là. Et puis, je suis le premier à choisir. Alors, Guy Mignot, premier de classe, s'en va en avant. Et là, je vois tous les prix. Il y a des livres, il y a des... Et là, tout à coup, je vois un canif. Un super canif. Je mets la main au-dessus du canif, puis j'entends... Puis je me retourne, puis c'est le frère directeur qui me fait... Puis là, je pars